Et si Anakin avait amené Palpatine vivant devant le Conseil Jedi? Notre histoire commence au moment précis où Palpatine révèle son véritable visage à Anakin. Skywalker est incrédule. Son mentor d'enfance, la figure paternelle de sa vie, est en réalité un seigneur Sith depuis tout ce temps. Palpatine lui a promis le pouvoir de sauver Padmé grâce au côté obscur. Cependant, Anakin sait mieux que quiconque. Toute sa vie, son entraînement Jedi lui a enseigné que les Sith sont des menteurs et des manipulateurs. Et il comprend que c'est exactement ce que Palpatine est en train de faire. S'il existe un pouvoir pour sauver Padmé, les Sith ne le possèdent certainement pas. Bienvenue sur l'Écho des Stars, pour une plongée fascinante dans un scénario alternatif qui aurait pu changer le destin de la galaxie. Préparez-vous à découvrir comment la loyauté inébranlable d'Anakin va déclencher une série d'événements inattendus, menant à une confrontation finale épique et à un choix qui redéfinira son héritage. Mais avant cela, une évasion spectaculaire pourrait bien ramener la galaxie au bord du chaos. Anakin allume son sabre, ordonnant à Palpatine de se rendre calmement. Mais Palpatine lui répond que c'est impossible et active son propre sabre. Anakin se précipite pour le désarmer, mais Palpatine part et lance ses propres attaques. La force ébranle la pièce, tandis que Palpatine déchaîne une tempête d'éclairs Sith, cherchant à neutraliser Anakin sans le tuer. Cependant, Anakin résiste avec une fureur brute, chaque pas brûlant le sol sous ses pieds. Surpris par la force d'Anakin, Palpatine redouble d'efforts, tentant de le repousser violemment. Mais c'est une erreur fatale. Anakin charge et saisit le poignet de Palpatine pour stopper les éclairs. Il tire les mains du Sith sur le côté et lui assène un coup de coude direct au visage, fracassant sa mâchoire. Le seigneur Sith s'effondre, inconscient. Anakin se tient au-dessus de Palpatine, triomphant, mais réalise l'ampleur de son acte. C'est Sidious, le seigneur Sith que les Jedi recherchent. Mais plus important encore, il est le chancelier de la République. Et ce qu'Anakin vient de faire est techniquement illégal. Si un membre de la police du Sénat ou de la garde de Coruscant intervient, Anakin sera arrêté et Palpatine s'échappera. Il doit agir vite. Il couvre Palpatine d'un tissu et le jette sur son épaule. Il entr'ouvre la porte de son bureau et aperçoit un chariot de transport à répulsion. Il y dépose Palpatine et quitte le bâtiment discrètement. Il monte à bord de son vaisseau, se rend au temple Jedi et y procède de la même manière. Il emmène Palpatine directement vers les chambres du Conseil. En chemin, il croise Shakti, qui, sentant le tumulte dans son esprit, lui demande si tout va bien. Mais Anakin lui répond qu'il n'a pas le temps d'expliquer et qu'elle doit le suivre immédiatement. Ils se précipitent ensemble dans les chambres du Conseil et envoient un message à tous les maîtres, exigeant une réunion d'urgence sans délai. Un par un, les membres du Conseil apparaissent via des holocrons, et sur la planète, Mace Windu, Ajen Kolar, Cézitine et Kit Fisto arrivent. Tous s'assoient, et Mace Windu demande à Skywalker la signification de tout cela. Skywalker déclare à tous qu'il a capturé Dark Sidious. Il se tourne et pousse le chariot de transport, retirant le drap qui couvre Sidious pour révéler sa véritable identité. Des murmures de stupéfaction parcourent la chambre. Personne ne peut y croire. Anakin leur révèle la vérité. Comment Palpatine a dévoilé son identité pour tenter de l'attirer vers le côté obscur, mais qu'il est resté loyal à l'ordre Jedi et à la République, et qu'il a lui-même arrêté Palpatine. Le Conseil se penche et peut sentir le côté obscur en Palpatine, car il est inconscient et ne peut pas masquer sa présence dans la Force. Ainsi, tous savent qu'Anakin dit la vérité. Mace Windu se lève et déclare qu'Anakin a sa pleine confiance. Il a accompli son rôle d'élu et a vaincu les Sith, méritant ainsi le rang de maître Jedi. Anakin s'incline et prend place. Ils doivent maintenant discuter de la marche à suivre. Ils débattent de ce qu'il faut faire de Palpatine. Il est le chancelier, et la situation risque de devenir une affaire juridique délicate.
Cependant, il conclut qu'ils doivent rassembler toutes les preuves de la trahison de Palpatine et de son alliance avec Dooku pour prouver au Sénat que Palpatine n'est pas seulement Sidious, mais qu'il travaille en réalité avec les séparatistes et est le cerveau de la guerre des clones. Ils y consacrent du temps et envoient un groupe de Jedi au bureau de Palpatine pour voler toutes les données et les journaux de communication de ses ordinateurs. Leur objectif est de prendre temporairement le contrôle du Sénat pour assurer la stabilité en cette période de crise. Ils contactent le Conseil de sécurité de la République et les rencontrent. Ils partagent toutes les preuves avec eux, et tous sont choqués d'apprendre que Palpatine était un traître depuis le début. Ils soutiennent le Conseil dans la prise de contrôle du Sénat. Bail Organa, fervent défenseur de cette cause, convoque une réunion du Sénat pour partager toutes les preuves qu'ils ont réunies. Cette décision est largement acceptée par le Sénat. Il y a bien sûr une certaine résistance de la part des partisans inconditionnels de Palpatine et des bureaucrates qui travaillaient avec lui. Cependant, la majorité est en faveur des Jedi, après avoir appris que Palpatine était à l'origine de la guerre avec Dooku. Palpatine doit être transféré à la prison de la République. Cependant, peu après la capture de Palpatine, l'un de ses loyalistes, un certain Sat Pestage, contacte un client régulier de chasseurs de primes. Il n'y en a qu'un dans la galaxie qui puisse les aider maintenant, Cad Bane. Il lui offre une généreuse prime de 10 millions de crédits, mais Bane négocie jusqu'à 30 millions. La mission, libérer le chancelier Palpatine. Il accepte et se met au travail. Il contacte ses collègues du milieu, Fennec Shand et Aurra Singh, leur offrant 5 millions de crédits chacune. Elles acceptent et se joignent à l'opération. Ils élaborent un plan rapide et se rendent sur Coruscant, sachant que le temps leur est compté. Le transfert de Palpatine est prévu pour le lendemain. Il est escorté par une légion de clones et 8 chevaliers et maîtres Jedi. C'est le transfert de prisonniers le plus important de leur histoire, et ils ne peuvent pas se permettre d'échouer. Le trajet ne dure que 8 minutes, et tous sont en état d'alerte maximale. Ils décollent et ne sont qu'à 2 minutes de leur destination lorsque tout tourne mal. Kenobi se tourne vers Plo Koon et lui confie qu'il a un mauvais pressentiment. Pourtant, ils sont presque arrivés, il ne reste que 6 minutes de trajet. Mais l'attaque ne commence pas par une explosion, mais par le silence. Devant eux, un gigantesque transporteur de carburant public s'éteint soudainement. Ses feux de position s'éteignent, ses moteurs se coupent. C'est une masse inerte qui dérive directement sur la trajectoire du convoi. « Manœuvre d'évitement !» aboie le commandant clone. Les speederbikes dévient. Les moteurs du transporteur de prison hurlent tandis que le pilote freine brusquement, immobilisant le vaisseau. Ils sont encerclés, le cargo immobilisé bloquant la route principale. L'arrêt soudain provoque une réaction en chaîne, créant un enchevêtrement de speeders civils derrière et autour d'eux. Les Jedi sont sur le qui-vive, tendant la main par la force. Kit Fisto demande s'il s'agit d'un accident, mais Cézitine réplique que c'est trop opportun. Ils sont attaqués. Depuis la surface de la planète, un speeder écarlate jaillit comme un tir de blaster. C'est le Xanadu Blood de Cad Bane, son vaisseau personnel. Il n'attaque pas le convoi, mais atterrit sur le toit. « Brèche !» hurlent les clones, tandis que les Jedi allument leurs sabres en réponse. À l'intérieur de la soute, les Jedi lèvent les yeux au son strident des chalumeaux de découpe. Un cercle du toit s'illumine d'orange, puis s'effondre dans un fracas assourdissant. À travers le trou, se détachant sur l'horizon de Coruscant, se tient Cad Bane, 2 blasters déjà en main. Avant qu'un seul Jedi ne puisse bondir, la porte latérale du transport est soufflée vers l'intérieur par une charge explosive. C'est l'entrée de Fennec Shand. Elle crée une diversion, déchaînant un déluge de tirs de sniper précis avec son fusil. Le trou est instantanément englouti par le combat. Cézitine et 2 chevaliers se ruent sur Bane, mais ils ne s'engagent pas. Ils lâchent un détonateur sonique, projetant une onde de choc qui repousse les Jedi, les désoriente et brise les lumières intérieures, plongeant la soute dans un éclairage d'urgence. Kit Fisto se retourne pour faire face à Fennec, parant ses tirs. Dehors,
un LAAT tente d'abattre le vaisseau de Bane. Le vaisseau de Bane manœuvre habilement, tandis qu'Aura Singh tire un unique projectile perforant qui arrache une de ses ailes. La canonnière tourne sur elle-même, hors de contrôle, et s'écrase dans le transporteur de carburant immobilisé, dans une boule de feu qui illumine l'horizon. « Maintenant !» hurle Bane via son comlink. Son speeder personnel active sa base, et Palpatine est arraché du plancher du transport, puis tiré vers le haut à travers le trou du toit. Bane a activé son rayon tracteur à courte portée, qui s'est verrouillé sur la cage de Palpatine. Obi-Wan, qui se frayait un chemin à travers le chaos, effectue un saut désespéré grâce à la force, ses doigts effleurant à peine le fond de la cage ascendante. Sur le toit, Bane se tient au-dessus de la cage, désormais sécurisé sur son vaisseau. Les moteurs rugissent, il se détache et plonge comme une pierre dans les niveaux inférieurs labyrinthiques de Coruscant. Fennec Shand et Aura Singh tirent des câbles grappins vers le vaisseau et se balancent pour rejoindre Bane et sécuriser Palpatine. En moins de 60 secondes, l'opération est terminée. Le convoi est en ruine. Une canonnière est détruite et le prisonnier le plus important de la galaxie a disparu, ne laissant rien aux Jedi. La chasse est lancée. L'évasion de Palpatine est rapportée au Conseil Jedi, qui est furieux, demandant comment une telle chose a pu se produire. Mais Kenobi explique que l'attaque était extrêmement coordonnée, impliquant 3 des meilleurs chasseurs de primes de la galaxie. Ils savent qu'ils ne peuvent pas laisser Palpatine s'échapper, car cela lui donnerait l'occasion de revenir au pouvoir. Nul doute que les Sith ont un plan de secours. Ils lancent un appel planétaire. Coruscant doit être verrouillé. Aucun vaisseau ne quittera la planète avant que Palpatine ne soit retrouvé. Les Jedi sont rappelés sur la planète et une recherche à l'échelle planétaire est lancée, avec une récompense substantielle pour toute information menant à la capture de l'ancien chancelier Palpatine. Pendant ce temps, les chasseurs de primes emmènent Palpatine à son ancienne base dans la région industrielle. Ils le libèrent de sa cage métallique et le seigneur Sith les félicite pour le travail accompli, assurant que l'argent est déjà en cours de virement depuis ses comptes privés. Ils partent et Palpatine se délecte de sa liberté retrouvée. Il se dirige vers sa station de communication et tente de se connecter aux clones dispersés sur Coruscant. C'était son plan de secours. Il avait organisé l'implantation de puces inhibitrices dans le cerveau de chaque commandant clone pour pouvoir exécuter l'ordre 66 avant le début de la guerre. Et il avait encodé en profondeur que même s'il n'était pas chancelier, il pourrait toujours l'activer, afin que les clones reconnaissent l'ordre 66 provenant de lui-même, Dark Sidious. Il avait gagné. Il s'apprête à exécuter l'ordre. Cependant, sa station de communication ne semble pas fonctionner. Elle ne se connecte à aucun commandant clone de la galaxie. Ce n'est pas possible. Il vérifie son système de secours, mais celui-ci ne fonctionne pas non plus. Palpatine ignore que le Conseil Jedi et le Conseil de sécurité de la République ont agi en exécutant l'ordre 70, un ordre d'urgence qui a contraint tous les clones de Coruscant à se débarrasser de leurs dispositifs de communication, par crainte que Palpatine ne puisse encore les manipuler après son évasion. Et ils ont eu raison. Palpatine tente alors d'envoyer une communication hors monde. Cependant, le blocus planétaire n'arrête pas seulement les vaisseaux, mais aussi toutes les communications. Il est complètement piégé, et le Seigneur Sith ne sait que faire. Il est furieux. Ses plans ont été complètement déjoués par Anakin Skywalker, celui qui était censé le rejoindre. Il ne peut plus s'échapper et sera sans aucun doute capturé s'il tente de quitter la planète. Il tend la main par la force. Il doit revenir à ses fondamentaux pour trouver une réponse. Il a besoin du côté obscur. Et Palpatine décide que la solution à son problème résidera dans sa vengeance contre celui qui lui a tout pris, Anakin Skywalker. Le Conseil Jedi se réunit pour faire le point sur la recherche de Palpatine. Il médite dans la Force, essayant de localiser la seule présence du côté obscur sur la planète, mais sans succès.
Ils essaient de se mettre à la place de Palpatine, se demandant où le Seigneur Sith pourrait se cacher, ce qu'il penserait et comment il s'échapperait. Ki-Adi-Mundi suggère qu'il se cache probablement dans les niveaux inférieurs de Coruscant. Mais Plo Koon rétorque que cela augmenterait ses chances d'être capturé, car les citoyens de ces niveaux feraient n'importe quoi pour une récompense financière. Mais la ligne de pensée d'Anakin est différente. Palpatine est un Sith, et sans aucun doute, sa première action sera la vengeance. Il reviendra à sa nature fondamentale. Et les yeux d'Anakin s'écarquillent en réalisant que Palpatine voudra se venger de lui. Mais plus important encore, Palpatine connaît Padmé, et à cet instant, elle est seule et vulnérable. Il réalise qu'il doit la protéger au plus vite. Il s'excuse auprès du Conseil et se précipite chez lui pour la retrouver. Il dépasse la limite de vitesse en traversant l'atmosphère. Il n'est qu'à 5 minutes de chez lui et tend la main par la force, mais ne sent rien dans son foyer. La force lui cacherait-elle quelque chose? Il atterrit et se précipite vers son appartement, mais il défonce la porte d'entrée pour y voir Padmé. Mais elle n'est pas seule. Palpatine est juste à côté d'elle. Les yeux d'Anakin s'écarquillent de choc. Il avait raison. Palpatine est venu pour se venger. Padmé est figée, la main osseuse de Palpatine posée sur elle, et près de sa tempe, le faible crépitement des éclairs Sith. Palpatine murmure le nom d'Anakin, lui disant qu'il est si prévisible, qu'il est toujours une créature d'attachement profond, mais simple. C'était sa plus grande force, et maintenant, ce sera sa perte ultime. Anakin supplie Palpatine de laisser Padmé partir, son sabre laser s'allumant dans un sifflement sec. Mais Palpatine lui répond que non. Il avait la galaxie à portée de main. Il aurait pu devenir le maître de la vie et de la mort elle-même, un dieu parmi les étoiles. Il a tout offert à Anakin, mais celui-ci a choisi d'être à nouveau un esclave. Le chien des Jedi, tenu en laisse et muselé. Les yeux de Palpatine, d'un jaune incandescent, se tournent vers Padmé et il lui dit « Le noble choix de ton mari d'être un Jedi a signé ton arrêt de mort. Il aurait pu te sauver avec le pouvoir que je lui offrais, et maintenant il ne pourra que te venger. Et ta mort sera sa véritable naissance dans le côté obscur. » Anakin fait un pas en avant, hurlant à Palpatine qu'il va le tuer. Mais Palpatine ricane, disant à Anakin « C'est la passion que j'attendais de toi. Mais d'abord, tu dois échouer. Ce sera ta première leçon. Le prix de défier un seigneur Sith est de tout perdre. » Il dit à Anakin de regarder attentivement, de témoigner du prix de sa droiture. Palpatine allume son sabre laser et le dirige vers Padmé en se précipitant. Cependant, de côté surgit quelque chose que ni Palpatine ni Anakin n'avaient prévu. Le maître Jedi Obi-Wan Kenobi. Il avait senti le trouble d'Anakin pendant la réunion du Conseil, suspectant qu'il impliquait Palpatine, et l'avait suivi après son départ précipité. Obi-Wan passe sa main par la fenêtre de l'appartement et se connecte à la main de Palpatine par la force, l'immobilisant en plein air avant qu'elle ne puisse atteindre Padmé. Palpatine est pris au dépourvu, son bras s'arrêtant net. Il regarde à sa droite, voit Kenobi et tente de se dégager de sa prise. Mais il est trop tard. Anakin est déjà sur lui et frappe de son propre sabre, sectionnant la main de Palpatine au poignet. Le seigneur Sith hurle de douleur et, de son autre main, envoie des éclairs sur Anakin, qui les bloque avec son sabre laser. Kenobi se précipite, mais avant qu'il ne puisse frapper, Padmé assène un coup de poing à Palpatine, le touchant à la mâchoire et le poussant sur le côté. Trébuchant en arrière, il tend la main par la force pour activer le sabre de son bras coupé et le projette vers Padmé. Mais Obi-Wan est sur lui et bloque le coup avant qu'il ne puisse atteindre sa cible, tandis qu'Anakin arrive de l'autre côté et transperce Palpatine de son sabre. Les yeux du seigneur Sith s'écarquillent d'horreur, tandis qu'il s'effondre, sans vie. L'échange entier a duré moins de 10 secondes. Une fois de plus, Anakin porte le corps de Palpatine devant le Conseil, mais cette fois, il est mort.
Il dépose Palpatine devant les membres du Conseil. Mace Windu se lève et félicite Anakin, leur demandant où lui et Kenobi ont réussi à le retrouver. Mais Kenobi répond à Windu qu'ils en discuteront plus tard, que le moment est venu de gérer les conséquences de la mort de Palpatine. Le lendemain, les Jedi présentent Palpatine au Sénat, et le Conseil prend temporairement le contrôle du Sénat de la République. Avec la mort de Palpatine, Dooku et Grievous, le mouvement séparatiste est pratiquement anéanti. Le Conseil de la Confédération des systèmes indépendants se rend le jour suivant. Les Jedi ont gagné la guerre pour la République. Le Conseil se réunit ensuite pour célébrer leur victoire et finaliser les derniers détails. Mace Windu demande une fois de plus à Kenobi et Skywalker comment ils ont retrouvé Palpatine. Anakin est contraint de révéler la vérité aux Jedi. Palpatine s'était introduit chez lui et avait menacé sa femme, Padmé. Mace Windu pense qu'Anakin a mal parlé et lui demande de répéter. Mais Skywalker confirme ses dires, et les Jedi comprennent qu'Anakin ne plaisante pas et qu'il est marié à Padmé. De plus, il leur annonce que Padmé est enceinte et doit accoucher dans les jours à venir. Des murmures parcourent la chambre. Yoda prend la parole, disant à Anakin qu'il a vaincu les Sith, mais qu'il a enfreint le code Jedi. Mais Mace Windu l'interrompt, affirmant qu'il a fait quelque chose qui doit être puni. Cependant, Yoda dit à Anakin qu'il a rempli son devoir d'élu et sauvé l'ordre Jedi, et que le Conseil débattra de ce qui sera fait à son sujet, pour avoir enfreint le code. Cela prend 24 heures. Pendant ce temps, le moment de vérité arrive. Obi-Wan et Ahsoka rejoignent Anakin lorsque Padmé entre en travail. Il leur avait parlé de ses rêves et était prêt à agir si nécessaire. Cependant, leur aide n'est pas requise. Les rêves d'Anakin lui avaient menti, et Padmé donne naissance en toute sécurité à Luke et Leia. Anakin sait, en posant les yeux sur ses enfants pour la première fois, que rien d'autre ne compte. La galaxie, les Jedi, tout ce dont il a besoin, c'est de sa famille. Le lendemain, il est de nouveau convoqué devant le Conseil, où Yoda rend son verdict. Il dit à Anakin que le Conseil a décidé qu'il est autorisé à rester dans l'ordre, à condition que le moment venu, ses enfants rejoignent l'ordre Jedi à ses côtés. Mais Anakin se lève et dit au Conseil qu'il a beaucoup réfléchi ces dernières 24 heures. Trop de choses ont changé, et il proclame qu'il quittera l'ordre Jedi après avoir accompli son rôle d'élu. Sa nouvelle vie commence en tant que père et homme de famille. Il dépose son sabre laser et leur dit qu'il souhaite toujours rester un ami de l'ordre Jedi, mais qu'il ne peut plus en être membre. Yoda se lève et s'incline devant Anakin, le remerciant pour ses services. Anakin jette un coup d'œil à Obi-Wan, sourit et quitte la chambre. Les jours suivants, lui et Padmé déménagent à Naboo avec leurs enfants, aux côtés d'Ahsoka qui les rejoint. Ils s'installent dans la maison du lac et passent les jours suivants à aménager les chambres des bébés avec l'aide de la famille Naboo. Padmé couche les bébés. Elle, Anakin et Ahsoka s'assoient ensemble dans le salon. Ahsoka demande à Anakin quelle est la suite. Il marque une pause, réfléchit un instant, puis leur dit qu'avec le temps, sa famille deviendra les véritables gardiens de la paix et de la justice dans la galaxie, en fondant leur nouvel ordre d'utilisateurs de la Force. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur cette histoire dans les commentaires.